Mort n'arrivait toujours pas à croire ce qu'elle entendait. Pendant 10 longues années, elle avait porté la même douleur au cœur, 10 années durant lesquelles son ventre était resté vide, sans le moindre cri d'enfant dans la maison, sans aucun signe de sa visiteuse mensuelle pour lui assurer que son corps fonctionnait encore normalement. Les médecins avaient répété qu'elle allait bien, qu'aucune anomalie médicale n'expliquait son attente. Des pasteurs avaient prié, des prophètes avaient déclaré des paroles d'espérance. Mais mois après mois, elle avait attendu et rien ne se produisait. À 38 ans, ses camarades avaient déjà des enfants qui couraient autour d'elle. Certaines avaient inscrit leur premier-né au collège tandis que Mort passait des nuits entières à genoux à demander à Dieu pourquoi son histoire était différente. Sa belle famille avait cessé d'espérer. Ses amis ne l'invitaient plus aux fêtes de naissance. Ses voisines murmuraient sur son passage et même son mari Tindé, autrefois son plus grand réconfort, commençait à changer. Ce dimanche après-midi-là, après un programme d'église auquel elle avait failli ne pas assister, elle tremblait dans son siège en serrant la coudoir comme si cela pouvait l'empêcher de s'effondrer. Car les mots qu'elle venait d'entendre plus tôt dans la journée avaient ébranlé tout son être. Sa stérilité aurait un lien avec le maquillage de mariée posé sur son visage des années auparavant. Sa bouche s'était asséchée, ses yeux s'étaient emplis de larmes et son esprit refusait d'admettre la portée d'une telle idée. Comment quelque chose d'aussi ordinaire et apparemment inoffensif pouvait-il devenir la chaîne qui avait enfermé son ventre depuis le matin de ses noces? Elle se souvenait de ce jour comme si c'était hier, le matin clair et joyeux, l'enceinte familiale pleine d'allées et venues, la musique qui jaillissait des haut-parleurs, l'odeur du jollof qui flottait dans l'air, les blagues, les rires et son propre cœur qui battait fort tandis qu'elle s'asseyait devant le miroir de sa chambre en attendant la maquilleuse. Elle voulait être la plus belle, la mariée de l'année et tout était prêt quand BC Glam Touch était arrivée. Pas une maquilleuse quelconque, mais la professionnelle dont tout le monde prononçait le nom. On disait que si BC touchait un visage, la femme brillait comme une reine. Elle était entrée dans sa robe ajustée, son sac d'outils à la main, un sourire large aux lèvres, mais un regard vif et calculateur. Chacun l'avait saluée avec admiration, affirmant que Morillo était chanceuse et que ses photos allaient enflammer les réseaux tandis que BC installait ses pinceaux bien rangés, ses poudres dans des boîtiers impeccables, ses rouges alignés comme des soldats en fredonnant doucement en organisant ses produits. « Ne t'inquiète pas, aujourd'hui tu vas briller plus que le soleil », avait-elle dit d'une voix charmeuse en posant la base et en fondant le teint avec dextérité. Et déjà, ceux qui jetaient un coup d'œil s'émerveillaient. Puis l'ombre à paupières dorées, l'eyeliner qui affûtait le regard, le fard qui sculptait les pommettes. Tout paraissait parfait jusqu'au moment que Morillo n'oublierait jamais. BC avait saisi une boîte de poudre de mariée, l'avait ouverte avec précaution, y avait plongé son pinceau. Mais avant d'appliquer, elle avait murmuré des mots trop bas pour que les autres entendent. Elle s'était penchée vers le visage de Morillo, ses lèvres bougeant à peine, puis avait déposé la poudre sur le front, le nez, les joues avec une application étrange et un mot prononcé entre ses dents, un mot que Morillo avait cru entendre comme « parfait », scellé, avant de chasser cette sensation étrange, disant que c'était la concentration de la professionnelle. Le geste suivant l'avait davantage troublé car, après une fine brume de spray fixant, BC ne s'était pas éloignée. Elle avait plutôt posé fermement son pouce sur le bas du ventre de Morillo avec un sérieux solennel, leurs regards croisés dans le miroir, un calme presque glacé et une recommandation de rester immobile en évoquant un rituel de beauté qui avait fait rire l'assistance alors que quelque chose en Morillo se contractait. Elle avait repoussé la gêne. C'était son jour et bientôt les cils recourbés et les lèvres peintes d'un rouge profond avaient achevé l'ensemble. Lorsqu'elle s'était levée en robe blanche, la foule avait poussé un cri d'admiration, la proclamant plus belle mariée de l'année, félicitant BC pour son travail et multipliant les photos tandis que Morillo souriait avec timidité, sans deviner qu'au cœur de cet éclat une chose sombre venait de se déposer. Car pendant que les invités louaient la beauté, BC souriait d'une satisfaction qui ressemblait à la fierté de l'artisan mais cachait un dessein intime, celui d'un échange dont Morillo ne saurait rien avant de longues années. Le mariage s'était déroulé. Elle avait rejoint Tindé avec des promesses pleines la maison. La première année s'était écoulée dans la confidence que la grossesse viendrait naturellement, que tout n'était qu'une question de timing. Puis les mois s'étaient étirés en années et rien. La joie s'était muée en inquiétude silencieuse. Elle avait compté ses jours, suivi son cycle, acheté des tests encore et encore, découvrant la même réponse négative et finissant assise au sol de la salle de bain à fixer la bandelette en miettes de cœur.
À la 3e année, sa visiteuse mensuelle s'était arrêtée net. D'abord, elle avait cru à un signe heureux, mais chaque test la contredisait. À l'hôpital, les spécialistes avaient tout vérifié et lâché ce verdict déconcertant. Tout est normal, rentrez, détendez-vous, ayez la foi. Comment se détendre quand le corps se tait, quand aucune grossesse ne vient, quand même le rythme mensuel disparaît? On lui avait conseillé des vitamines. On l'avait renvoyé à son silence. Sa belle famille avait glissé de la compassion aux apartés lourds et, lors des réunions, elle tapotait l'épaule de Tindé en lui chuchotant de ne pas s'inquiéter parce qu'un enfant viendrait, peut-être par elle, peut-être autrement, des mots qui coupaient comme des lames. Les amis s'étaient éloignés. Elles avaient cessé de l'inviter aux célébrations d'enfants, croyant l'épargner, et Morillo avait reçu ce retrait comme une condamnation à la solitude. Chaque nuit, elle s'agenouillait, trempant les draps de ses larmes, suppliant le ciel de se souvenir d'elle. Et quand rien ne changeait, elle se murmurait que la faute venait peut-être d'elle, qu'une sanction invisible planait sur sa tête. Tindé tentait de la consoler, lui assurant que sa valeur dépassait l'attente d'un bébé, que même si un enfant ne venait jamais, il resterait. Et ses paroles la réchauffaient un temps. Mais au fond, elle lisait la fatigue discrète qui gagne les cœurs exposés trop longtemps à l'espérance déçue. Les murs autrefois pleins de rire avaient pris la résonance d'un soupir. La chambre s'était remplie d'un silence dense et la 5e, puis la 6e, puis la 7e année avait passé avec la même uniformité grise. C'est alors que des signes étranges avaient commencé. Sur les photos prises sous les anneaux lumineux des photographes, le sourire de Morillo semblait parfois trahir un pli qui n'était pas le sien, comme si un autre visage empruntait ses traits et les poussait dans une expression infime mais étrangère. Elle avait montré une image à Tindé en lui demandant s'il voyait cette différence ténue et il avait mis cela sur le compte de l'angle et de la lumière tandis que son intuition à elle se raidissait. Les rêves avaient suivi, la ramenant nuit après nuit sur la chaise de la mariée, le visage peint de couches de fond de teint et de poudre, les lèvres rouges et l'ombre d'une femme derrière elle, toujours la même Bissy dont le rire étouffé vibrait comme une moquerie froide. Dans ses songes, une poussière blanche tournoyait et s'assemblait autour de sa taille en une ceinture qui se resserrait à mesure qu'elle luttait jusqu'à se réveiller trempée de sueur, haletante avec dans les oreilles l'écho de ce rire. Elle avait fini par redouter l'heure du coucher. Le signe le plus dérangeant provenait pourtant d'un objet banal, le poudrier de mariée. Des années après le mariage, elle l'avait jeté, incapable de l'utiliser avec sérénité. Mais à sa stupéfaction, le même boîtier était réapparu dans son tiroir la semaine suivante. Intact, propre, plein comme neuf. Elle l'avait de nouveau éliminé, l'avait même brisé avant de s'en débarrasser. Puis un autre identique avait pris sa place. Un temps, elle avait cru que Tindé l'achetait pour elle en secret, mais lorsqu'elle lui avait posé la question, il avait montré une surprise sincère. Cette répétition avait allumé en elle une angoisse nouvelle. Comment un poudrier jeté revenait sans cesse? Pourquoi les rêves s'acharnaient-ils? Pourquoi ces photos étranges sous les lumières circulaires? Pendant des années, elle avait baptisé ces coïncidences stress, malchance, imagination, s'ordonnant de ne pas y penser. Mais sa conscience murmurait un autre verdict, celui d'une prise invisible opérée en plein matin de noces. Elle ne le savait pas encore, mais le moment de vérité s'approchait comme une marée irrésistible et un jour viendrait où ses yeux s'ouvriraient sur les chaînes qu'il avait tenues pendant 10 ans. Car l'ombre de ce geste ancien, la poudre déposée, le pouce pressé, le spray enfermant la taille tissait en secret la trame de son attente interminable. Et chaque frisson de doute, chaque photo anormale, chaque poudrier revenu à sa place n'était que l'écho lointain d'un serment qu'il lui faudrait un jour briser. Ce fut un dimanche matin que Morillo n'oublierait jamais. L'église était pleine à craquer, remplie de femmes venues de loin pour prier pour la maternité et la délivrance. Ce jour-là, un ministre invité connu pour son don prophétique avait été convié. Morillo n'avait même pas envie d'y aller, lassé de toutes ses veillées et promesses sans résultat. Elle avait dit à Tindé que cela ne servait à rien, qu'ils avaient déjà prié, jeûné, consulté médecins et pasteurs et que rien ne changeait. Mais son mari l'avait supplié doucement, lui prenant la main, lui demandant de tenter encore une fois. Alors, elle avait cédé et s'était assise tout au fond du temple, le cœur lourd, sans attente particulière. Après le sermon, le ministre annonça qu'il allait prier pour les femmes en quête de fruits de la matrice. Immédiatement, des dizaines de femmes se précipitèrent devant l'autel, les larmes coulant, les mains levées, leur ventre serré par le désir d'un miracle.
Morillo resta un instant immobile, puis Tindé lui souffla d'y aller. Elle obéit lentement et rejoignit la file. Le ministre imposait les mains une par une, priant brièvement puis avançant. Quand il arriva devant elle, il posa sa main sur son front et pria quelques secondes comme pour les autres. Mais soudain, il s'arrêta. Ses yeux se fermèrent plus fort, son visage se figea. Un silence tomba sur la salle. Sa voix devint grave et lente, presque lointaine. « Qui t'a embelli le jour de ton mariage ?» Morillo sursauta, son souffle se bloqua sans comprendre le lien entre cette question et sa douleur. Les femmes autour échangèrent des regards tandis que l'homme reprenait, disant qu'il voyait une main étalant de la poudre sur son visage, une autre pressant son pouce sur son ventre, un spray enfermant sa taille. Et depuis ce jour, la porte de son ventre avait été close. Morillo chancela comme frappé par une révélation soudaine. Les images de Bissy, sa main, ses yeux froids, la pression sur le bas de son ventre, les mots murmurés, le parfum du spray, tout jaillit d'un seul coup. Les larmes inondèrent ses joues, ses jambes tremblaient. Le ministre ouvrit les yeux et la regarda avec compassion. « Pas toutes les mains qui te rendent belle ne viennent en paix, dit-il calmement. Ton éclat ce jour-là a été acheté au prix de ton fruit. » Morillo s'effondra au sol, sanglotant bruyamment. Ses pleurs emplirent l'église, brisant le silence. Autour, les murmures s'élevèrent. Les gens stupéfaits écoutaient tandis que le ministre priait plus fort en déclarant que ce qui avait été volé serait rendu. Mais il ajouta qu'un pacte devait être brisé. Ce soir-là, rentrée chez elle, Morillo était incapable de parler. Tindé se précipita vers elle, inquiet, la pressant de questions. « Que s'est-il passé ? Pourquoi pleures-tu ainsi ? Que t'a dit l'homme de Dieu ?» Elle trembla, hésita, puis murmura faiblement, « C'est Bissy. » Tindé fronça les sourcils, ne comprenant pas, « Bissy ?» La maquilleuse, celle du matin du mariage, continua-t-elle, la voix cassée. Le pasteur a tout vu, tout décrit, la poudre, le spray, la pression du pouce. Il a dit que ma matrice avait été scellée ce jour-là. Tindé resta figé, secouant la tête, incrédule. Tu veux dire que toute cette douleur, toutes ces années, à cause du maquillage ? Morillo éclata en larmes. Je sais que c'est difficile à croire, mais souviens-toi, les poudriers qui reviennent, les photos étranges, les rêves où elle rit, tout s'explique. Ce n'était pas normal. Tindé voulut protester, mais il revit tout cela lui aussi, la peur sur le visage de sa femme après chaque cauchemar, les objets qui réapparaissaient. Et son silence pesa plus lourd que toute parole. Alors, il prit sa main et dit seulement, « Que devons-nous faire maintenant ?» Morillo pensa au ministre, à ses mots, à la méthode de rupture et expliqua qu'il fallait laver et renoncer, effacer les marques, prier jusqu'à ce que la chaîne cède. Ils décidèrent d'agir immédiatement. Ce soir-là, à minuit passé, la maison devint un chant spirituel. 2 femmes de prière vinrent. Le ministre les rejoignit. Sur la table, des lampes brillaient faiblement. Des bouteilles d'huile d'onction étaient prêtes, un bol d'eau salée reposait au milieu. Le ministre leur demanda s'ils étaient prêts et Morillo répondit d'une voix tremblante qu'elle l'était. Alors la prière commença. Les voix montèrent fortes, profondes, suppliantes. Les langues se mêlèrent, les larmes jaillirent, les invocations traversaient la nuit. L'homme de Dieu posa de l'huile sur le front de Morillo, sur son ventre, sur ses mains, proclamant que toute empreinte maléfique serait effacée. Tindé prit l'eau salée, en versa dans les paumes de sa femme et l'aida à se laver le visage. Morillo répéta, « Brise chaque alliance de beauté maléfique. Je lave tout ce qui a été scellé. » À mesure que les mots sortaient, ses genoux se mirent à trembler. Une lourdeur étrange la submergea. Ses paupières se fermèrent malgré elle et tout à coup, elle ne sentit plus le sol. Elle se retrouva ailleurs. Devant elle, la même chaise de mariée, la robe blanche, le miroir éclatant, un anneau de lumière brillant comme 1000 soleils autour de son reflet. De fines particules blanches flottaient dans l'air, s'enroulant autour de sa taille comme une ceinture qui se resserrait. Derrière elle, la silhouette de Bissy apparut, plus grande, plus sombre, le même sourire figé, un grand pinceau dans la main qui vibrait comme une arme. « Tu ne seras jamais libre, chuchota-t-elle avec une voix glacée. Ton éclat m'enrichit, ton ventre est mon prix. » Morillo hurla, tenta de bouger, mais la ceinture de poudre se resserra davantage.
La lumière lui brûlait les yeux. Dans le lointain, elle entendit les voix de la prière, tout le monde criant son nom, le ministre répétant les mêmes mots, brise, brise, brise. Bissy leva le pinceau au-dessus de sa tête, prête à l'abattre, mais un souffle de puissance traversa le rêve. L'anneau lumineux clignota, les particules éclatèrent, la ceinture craqua et le pinceau se fendit. Non, hurla Bissy, mais Morillo, dans un élan de force qu'elle ne comprenait pas, cria à son tour, « Assez, je reprends mon ventre ». Le pinceau se désintégra, les poudres s'évaporèrent, la lumière s'éteignit et Bissy fondit dans une nuée sombre qui s'évanouit. Morillo s'éveilla en sursaut, le visage trempé, haletante, le cœur battant à tout rompre. Autour d'elle, les voix continuaient de prier plus fortes encore. Le ministre déclara que tout était accompli, que les chaînes invisibles avaient cédé. Morillo sentit alors une chaleur monter de son ventre, une sensation qu'elle n'avait plus connue depuis des années, comme une vie qui revenait doucement en elle. Elle pleura, mais cette fois de soulagement. Quand les prières cessèrent, elle s'endormit paisiblement, sans cauchemar, sans rire moqueur, sans ce brouillard de poudre. Pour la première fois depuis 10 ans, son sommeil fut calme, léger et clair. Le lendemain matin, un cri retentit dans la maison. Tindé accourut affolé, croyant à un drame, mais trouva sa femme debout dans la salle de bain, les mains sur la bouche, les yeux écarquillés. Pour la première fois en 10 ans, sa visiteuse mensuelle était revenue. Morillo éclata en sanglots, pas de douleur mais de joie pure. Elle se laissa glisser au sol, remerciant Dieu entre deux sanglots. Tindé la prit dans ses bras, les larmes lui montant aux yeux, murmurant que le miracle avait commencé. Leur étreinte fut longue, silencieuse, pleine d'une paix qu'ils n'avaient plus connue. Mais même dans cette joie nouvelle, un poids restait, celui de l'injustice. Car Bissy était toujours dehors, libre, et Morillo sentait que la délivrance ne serait complète que lorsque la vérité éclaterait. Ce soir-là, tandis qu'elle priait encore, elle sentit au fond d'elle que l'histoire n'était pas finie, que ce qui avait été brisé devait maintenant être exposé pour que d'autres ne subissent jamais la même souffrance. Le vent de la justice commençait à souffler, annonçant la chute de celle qui, 10 ans plus tôt, avait enfermé son ventre sous une poussière de beauté. 2 semaines après cette nuit de délivrance, Morillo retourna à l'église pour un service spécial. Cette fois, elle n'était pas venue pour supplier, mais pour rendre grâce. Lorsque le moment des témoignages arriva, elle se leva lentement, le cœur battant, et raconta devant la congrégation ce que Dieu avait fait pour elle. Elle parla des 10 années de silence, des pleurs, des humiliations, de la révélation du ministre et de la délivrance survenue dans sa maison. Elle expliqua comment son ventre avait été scellé par la main de celle qui l'avait maquillé le jour de ses noces et comment Dieu avait rompu. La salle resta figée, puis des cris s'élevèrent. Des femmes pleurèrent, d'autres tombèrent à genoux, bouleversées. À la fin du service, plusieurs femmes s'approchèrent d'elle, les lèvres tremblantes, les yeux remplis de peur. Une lui prit la main et murmura qu'elle aussi avait été maquillée par Bissy le matin de son mariage et qu'elle n'avait jamais conçu depuis. Une autre expliqua qu'elle avait eu tant de fausses couches depuis son union, tout après avoir confié son visage à cette même artiste. Peu à peu, un cercle de femmes se forma autour de Morillo, leurs voix se mêlant dans une panique partagée, leurs souvenirs révélant le même schéma. Ce qui semblait une coïncidence se transforma en certitude. Bissy n'était pas une simple maquilleuse. Elle avait lié des vies sous couvert de beauté. En quelques jours, la nouvelle se répandit dans la communauté comme une traînée de poudre. Les rumeurs se transformèrent en preuves. Des mères, des sœurs, des épouses commencèrent à parler, retraçant les souffrances qui avaient suivi leur mariage. Chaque récit ajoutait une pièce au puzzle. Face à l'ampleur des plaintes, l'Église décida d'agir. Le pasteur accompagna Morillo et d'autres victimes au poste de police pour déposer une plainte. Au début, les officiers restèrent sceptiques, croyant à une affaire de superstition. Mais lorsqu'une perquisition fut menée dans le studio de Bissy Glam Touch, la réalité dépassa toute explication rationnelle. Derrière les miroirs et les boîtes de maquillage, ils découvrirent des paquets de papier pliés contenant des noms de femmes, des bocaux de poudre étranges non vendus sur le marché et des symboles gravés sur les pinceaux. Des amulettes et des petits sacs en cuir noir remplis de cheveux et de tissus tachés furent également retrouvés. Les agents furent saisis d'effroi. La nouvelle de la découverte fit exploser la colère du quartier. En quelques heures,
une foule se rassembla devant le salon de Bissy, hurlant son nom, criant justice. Certaines femmes pleuraient, d'autres la maudissaient à haute voix. Quand la police la fit sortir menottée, les cris redoublèrent. Des pierres volèrent, des injures fusèrent. « Tu m'as volé mes enfants » hurla une femme. « Tu as détruit ma maison » criait une autre. Bissy, autrefois auréolée de prestige, fut poussée dans la voiture de police, la tête baissée, son maquillage effacé par les larmes et la peur. Cette nuit-là, la ville entière parla d'elle. Celle qu'on appelait la reine de la beauté était devenue un symbole de tromperie et de malédiction. Pendant l'enquête, elle niait tout, parlant de jalousie et de calomnie, prétendant que ses succès suscitaient la haine. Mais les preuves matérielles et les témoignages s'accumulaient. Des femmes racontèrent avoir remarqué ses murmures étranges, ses gestes répétés, ses prières en silence avant chaque application de poudre. Certaines dirent qu'elle refusait qu'on touche à certains produits, qu'elle gardait toujours une boîte scellée à part. Le procès attira des foules. Les journaux en firent leur première page. Bien que le tribunal ne pût juger des crimes spirituels, Bissy fut reconnue coupable de fraude, d'escroquerie et de possession d'objets suspects liés à des pratiques occultes. Sa sentence tomba. Plusieurs années de prison. Le jour de sa condamnation, on la vit vêtue d'un uniforme orange, les cheveux rasés, le regard perdu. Celle qui tenait des pinceaux tenait désormais des chaînes. Morillo apprit la nouvelle sans triompher. Elle ne voulait pas sa chute, seulement la vérité. Elle pleura, non de joie mais de libération. Le mal avait été exposé. Les victimes pouvaient enfin guérir. Dans les semaines qui suivirent, sa santé s'améliora encore. Son ventre sembla se réveiller. Elle ressentit des nausées matinales, une fatigue douce, un appétit inhabituel. Elle hésita à y croire mais prit un test. Ses mains tremblaient quand 2 lignes parurent. Positive. Elle tomba à genoux, riant et pleurant à la fois. Tindé accourut, la serra dans ses bras, répétant sans cesse « Merci, Seigneur ». Leur maison, longtemps pleine de silence, s'emplit de rire. Le miracle grandissait en elle comme un feu de renaissance. Chaque battement du petit cœur qu'ils entendaient lors des échographies lui rappelait que Dieu avait restauré ce qu'on lui avait pris. 9 mois plus tard, un garçon vint au monde en bonne santé, criant fort dès son premier souffle. L'église entière célébra sa naissance. Les tambours résonnèrent, les femmes dansèrent, les chants montèrent jusqu'au ciel. Morillo, debout devant l'autel, tenait son bébé dans les bras, les yeux pleins de larmes. Elle déclara d'une voix tremblante qu'après 10 ans de stérilité, le Seigneur l'avait visité et que ce qu'il restaure, nul ne peut le détruire à nouveau. Son histoire devint un flambeau d'espérance. Les femmes qui avaient souffert en silence vinrent chercher la prière et beaucoup témoignèrent ensuite de leur propre délivrance. Certaines conçurent, d'autres retrouvèrent la paix. Toutes comprirent que la foi pouvait briser même les liens invisibles. 1 an plus tard, Morillo conçut encore, cette fois une fille. Leur maison fut comblée. Les cris d'enfants remplacèrent les soupirs de tristesse. Ses beaux-parents, jadis durs et méprisants, la comblèrent d'affection. Ses amis, revenus pleins de remords, l'entourèrent de respect. Morillo transformé marchait désormais la tête haute. Elle devint pour beaucoup une voix de sagesse, rappelant à toutes les jeunes femmes de prier avant de confier leur visage, de ne pas chercher la beauté au prix de leur paix. Elle voyagea dans plusieurs églises, partageant son témoignage. Chaque fois qu'elle parlait, les gens pleuraient, bouleversés par la puissance de son parcours. Bissy, en prison, entendit un jour son nom cité à la radio, non plus comme une star de la beauté mais comme un avertissement vivant. Sa gloire passée s'était éteinte. Personne ne voulait plus de ses services. Son studio avait été fermé, son enseigne arrachée. Le vent avait tourné. Morillo, elle, vivait chaque jour avec gratitude, veillant sur son fils et sa fille, les embrassant souvent, les regardant dormir avec la conviction que rien ni personne ne pourrait plus voler leur joie. Un soir, tandis qu'elle rangeait les affaires de ses enfants, elle retrouva au fond d'un tiroir un ancien miroir de mariage. Elle l'observa longtemps, son reflet brillant d'une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle sourit doucement et chuchota une prière de remerciement. Ce soir-là, elle comprit que tout était vraiment terminé. Sa souffrance n'était plus qu'un souvenir. Son foyer, jadis vide,
résonnaient des rires de deux vies venues réparer 10 ans de silence. Et à toutes les femmes qui l'écoutaient désormais, elle répétait la même leçon, grave et simple à la fois. Toute main qui vous embellit ne vient pas toujours en paix. Certaines poudres attachent, certains pinceaux signent des alliances invisibles. La beauté passe mais les chaînes demeurent. Priez avant de vous asseoir. Couvrez-vous de foi, car derrière certaines mains de glamour se cachent des échanges de destinée. Si cette histoire te touche, ne la garde pas pour toi. Partage-la. Qu'elle serve d'avertissement et de lumière à celles qui viendront après toi. Et à la fin de chaque récit, Morillo concluait avec le sourire et la foi retrouvée. Pour d'autres histoires vraies qui enseignent, avertissent et éclairent, abonnez-vous à notre chaîne où chaque parole réveille, guide et bénit. Jusqu'à la prochaine fois. Restons sages, restons prudents et surtout restons bénis.